Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Photizone AI. On se retrouve aujourd'hui avec Mathias Kio. Donc, c'est un format assez particulier parce que d'habitude, c'est des vidéos où on discute de d'IA. Mais aujourd'hui, en fait, on va discuter avec Mathias. Donc, il nous parlera un peu de ses recherches, de ce qu'il fait en IA. Donc, Mathias est chercheur en intelligence artificielle et en traitement de la parole. Donc, c'est le thème qu'on va aborder aussi aujourd'hui qui est le traitement automatique de la parole, quels sont les enjeux et les défis du domaine. Bonjour Mathias. Merci pour l'invitation, en tout cas. Bonjour à tout le monde. Oui. Merci à toi parce que c'est vraiment un honneur de t'avoir en fait pour ce format-là pour discuter justement sur l'intelligence artificielle et tout. Mhm. Donc, on va commencer. Ce que je vais t'expliquer rapidement ce qui va se passer, c'est qu'on va faire quatre grandes rubriques. Donc, une petite rubrique où tu vas Mhm. parler de toi, de ton parcours et de ce que tu fais maintenant. Ensuite, on va parler du domaine dans lequel tu es. On va aller à la découverte de ce domaine-là de manière générale. On parlera aussi des enjeux et des défis du domaine, notamment. Et on va aborder, pour finir, les questions éthiques qui sont liées au domaine. Donc, on va déjà commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ce que tu fais, quel est ton parcours, comment tu es arrivé Oh, là où tu es aujourd'hui? ok, ouais, je peux en effet me présenter assez rapidement. Moi, j'ai fait le parcours universitaire, licence, master et doctorat. J'ai fait toutes ces années-là à Avignon. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Donc, eu plutôt une licence et un master très ingénierie. C'était pas spécialement orienté ni acoustique, ni parole, ni intelligence artificielle. On en faisait un peu, on voyait les bases du traitement du signal, des choses comme ça pour donner quelques termes assez techniques, mais ça restait beaucoup sur gestion de projet, codage, développement, des choses comme ça. Et, mais j'ai toujours été en fait très orienté à intelligence artificielle. Moi-même, j'essayais de me créer en fait euh, un agent avec lequel je pouvais avoir une discussion en fait, hein. Alors c'était pour réaliser différentes petites tâches. C'était pas aussi développé que ChatGPT, surtout que j'avais pas beaucoup de compétences à l'époque, hein. Je savais juste développer et encore. Quand on parle de ça en licence, c'est assez, on n'a pas beaucoup de compétences au final. Et bref, tout ça pour dire que j'avais une appétence à la fois pour les aspects liés à l'intelligence artificielle, mais aussi pour les aspects liés à l'apprentissage, à donner des cours. En fait, j'adorais ça, aider mes collègues, essayer de formaliser, de mettre des mots sur des concepts et apprendre à quelqu'un, prendre le temps en fait de lui apprendre des choses, ce qui fait que je me suis orienté vers un parcours de base qui était enseignant-chercheur. Ok. Et c'est pour ça que j'ai fait ma thèse, donc toujours à Avignon. C'était une thèse qui était sur le traitement de la parole, mais dédiée à toutes les applications qui sont liées au doublage industriel au cinéma. Et donc l'idée, c'était pas d'automatiser le doublage, ça c'était d'autres thèses qui existent et qui existaient. Mon objectif, moi, c'était plutôt d'aller travailler sur la voix pour caractériser les voix des locuteurs. Donc, essayer de deviner qu'est-ce qui fait que la voix d'une personne A, bah, c'est sa voix à cette personne-là et pas la voix de quelqu'un d'autre. Ok. C'est par là que j'entends caractériser, donc ce qui permet de dissocier en fait les locuteurs, de reconnaître un locuteur, par exemple. Mais appliquer ça en fait au doublage. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un personnage qu'on joue, qu'il soit en anglais ou en français, on se dit c'est ce personnage-là en fait. Par la manière dont l'acteur va dire ses phrases, avec l'intonation, une certaine hauteur de voix qu'il va jouer, etc. Un comédien, il va pouvoir jouer différents personnages et quand il va jouer un personnage particulièrement, on va reconnaître ce personnage et pas un autre. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus pour essayer de recommander automatiquement. Donc imaginez, vous avez une base de comédiens français, de comédiens de doublage, j'entends. Vous avez un personnage en anglais qui est joué.
Comment vous faites pour sélectionner automatiquement le meilleur comédien français, celui qui paraîtrait être le plus approprié pour faire le doublage? Ok. C'est très intéressant ça en vrai. Parce que je Ouais, dis quelque part, on a en fait un acteur en anglais. Ensuite, on essaie de prendre la personne la plus apte à parler en français. c'est ça. Du coup, ça fait que le film est un peu plus vivant finalement, parce que je pense que c'est le problème en fait du doublage de français à l'anglais, c'est que parfois ça enlève la vie dans le film, la vie dans les paroles et tout, dans tout ce qui est dit en fait. Donc, je trouve Oui, ça. puis c'est dur en fait parce que, alors moi je suis pas un directeur artistique, je suis pas tout ça, mais une des problématiques pour un directeur artistique, c'est comment je fais alors qu'il y a des milliers de comédiens qui sont disponibles sur le marché. Je peux pas les tester les uns après les autres, ça n'a aucun sens. Je peux pas faire des castings de tout le monde. Alors comment j'arrive à avoir des petites recommandations pour que, au lieu d'en caster 100, je dis n'importe quoi, mais je vais pouvoir avoir 5 personnes qui paraissent adaptées et auxquelles j'aurais pas forcément pensé. C'est surtout ça. Toujours, c'est un outil, c'est un outil qui est là pour aider. En tout cas, c'était notre objectif. C'était pas un remplacement d'un directeur artistique. Et l'idée, ouais, c'était les choses auxquelles on ne pensait pas, les acteurs, les comédiens auxquels on ne pensait pas, que l'outil puisse nous les recommander. Ouais, oui. C'est très intéressant en tout cas, je trouve, comme thèse. Et c'était quoi Merci. du coup la conclusion de la thèse? Parce que bon, c'est bizarre de demander la conclusion de la thèse tellement il y a beaucoup de conclusions à chaque fois et surtout il y a des perspectives également qui sont faites. Donc c'est un peu bizarre de demander des conclusions, mais bon, vas-y. Non, mais c'est une bonne question parce qu'il y a des thèses qui ont réussi à conclure des choses. Par exemple, ma thèse a réussi à conclure un peu, vraiment très légèrement, le fait que c'est intéressant parce que dans la voix, la voix du comédien, il y a des éléments qui sont passés qui permettent de caractériser le personnage. Et on arrive notamment à reconnaître à partir d'une voix d'origine, à dire qui était la voix doublée. Euh, donc c'est pas si évident que ça, parce que on pourrait se dire, voilà, il y a un truc qui est assez évident. Généralement, quand on a une voix anglaise, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai des biais en plus assez masculins ou quoi, mais imaginons un guerrier, Thor ou ce que vous voulez, un personnage, quelqu'un qui a une voix plutôt rock et assez virile entre guillemets. Bah, quand vous allez passer en français, on s'attend à ce qu'il y ait on pourrait se dire qu'il va y avoir des attraits acoustiques qui sont assez similaires, c'est-à-dire aussi une voix virile, une voix grave, etc. Mais en fait, par exemple, alors, que ce soit la virilité, que ce soit la folie, que ce soit juste le fait homme, femme, toutes les caractéristiques qu'on peut trouver dans la voix, elles sont différentes d'une culture à une autre. Ok. C'était ça qui était intéressant dans notre système. Alors, c'était que de l'anglais et du français, c'est assez simple, entre guillemets, mais ça voulait dire qu'on a réussi à modéliser une transition culturelle qui passait de l'anglais vers le français. Et ça, euh, on avait très peu de données, on n'avait pas forcément ce qu'il fallait. Les exemples parfaits en recherche, les données, c'est un peu la base. Mais c'était déjà super impressionnant avec le peu qu'on avait pour faire ça. Donc, j'ai pas réussi à faire des conclusions, surtout que, comme beaucoup de docteurs, doctoresses, je sais pas comment on dit, mais euh, je pense que beaucoup d'entre nous, on referait notre thèse si on pouvait, en fait. À la fin de notre thèse, on commence à avoir les compétences pour pouvoir vraiment faire un vrai travail de recherche. Moi, ça a été mon sentiment, ce qui est bon. Ça veut dire que j'ai été formé, mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas avoir répondu à ces questions-là, que j'aurais plein d'idées pour essayer de mieux y répondre. Et du coup, bah, j'ai pas eu beaucoup d'éléments de réponse, mais juste des petites pierres sur des débuts de chemin, on va dire. Bon, c'est très intéressant ce que tu dis en tout cas. Mm. Bon, ça me parle parce que vu que moi je suis sur le traitement automatique de la langue Mhm. écrite, du Mm. coup, tu sais que déjà quand tu passes d'une langue à une autre, déjà avec les figures de style et tous ces trucs-là, tu sais que Ouais. tu as des marqueurs qui sont propres à la culture.
de la Mm. personne, en fait, au fait que la personne parle du français ou de l'anglais et tout. Et là, dans la voix, en fait, juste me dit aussi que tu as certains marqueurs dans la voix qui font référence à la culture aussi. C'est trop intéressant de travailler dessus, je me dis. C'était justement une linguiste, si je dis pas de bêtises, qui m'avait suggéré un article. Alors, c'était il y a des années. Alors déjà que j'ai une mémoire qui, qui flanche parfois, mais je me souviens plus de l'article, mais je me souviens de son contenu qui était super intéressant, qui disait, je crois que c'est dans certaines sociétés asiatiques, où, tu vois, en France ou aux États-Unis, la différence de fréquence fondamentale, donc la hauteur de voix pour faire simple, on la discerne assez facilement entre un homme et une femme. Voilà. Alors, on reste sur un modèle très simple, homme-femme de genre. Il y a des choses qui sont plus compliquées, mais sur les recherches qui étaient faites, c'était homme-femme. C'était intéressant de voir déjà que, en fait, aux États-Unis, en France, la différence, elle est assez élevée, donc on arrive facilement avec la fréquence fondamentale à séparer des hommes et des femmes, juste parce que les femmes parlent de manière plus aiguë que les hommes. Je crois que c'était dans des pays asiatiques où c'est pas forcément le cas en fait. Les fréquences fondamentales vont être plus proches et du coup, bah, ça va être plus dur, juste en utilisant la fréquence fondamentale, de juste reconnaître le genre. Ça veut dire qu'en effet, en fonction d'une culture, déjà pour les voix de base, essayer de caractériser les voix par genre, par accent, par des choses comme ça va être différent en fonction de la culture. Alors imaginez en fonction du doublage. Ah oui. Ou peut-être qu'une voix de guerrier qui est très grave en fait, en- un peu moins grave d'ailleurs en français, je crois que c'est en anglais où c'est encore plus grave, anglais-américain, et on passe sur un format asiatique, peut-être que la voix va être beaucoup plus aiguë typiquement. Donc il va falloir chercher un comédien qui est déjà différent par sa voix. Voilà. Et encore, on parle de fréquence fondamentale, c'est l'élément le plus simple à modéliser dans la voix, quoi. Et donc, il y a plein de choses à faire derrière et à essayer d'aller analyser, quoi. Ouais, super thèse en tout cas. J'aime beaucoup en tout cas, le Merci. sujet et c'est quelque chose qui me parle. Bon, on est rentré un peu trop dans le sujet sans définir Ouais. domaine. Donc, on va rebrousser chemin. Et en fait, tu vas nous parler du traitement dogmatique de la parole et Hmm. nous dire en fait qu'est-ce que c'est et quels sont les principaux objectifs Hmm. du... Alors, je veux faire un disclaimer déjà de base parce que je n'ai pas une formation d'origine traitement du signal, ni acoustique, ni traitement de la parole particulièrement. Donc j'ai moins d'expérience que certains dans le domaine, il faut le dire. Moi, j'ai connu ce domaine-là à partir de ma thèse. Ouais. Voilà. Euh, tu voulais dire quoi déjà? C'était quoi la question? Qu'est-ce que c'est et quels sont les objectifs? Du traitement de la parole en termes d'application, en termes de recherche, En d'application termes plutôt? d'application plutôt, parce que c'est ce Ok. qui va beaucoup plus parler, je me dis, aux internautes. Ok. Le traitement de la parole, ça va toucher tout ce qui est le contenu qu'on génère au travers de notre voix. Imaginons notre voix, c'est notre instrument qui nous permet de communiquer de manière orale, hein, de manière acoustique avec nos semblables autour, nos semblables ou d'autres animaux, par exemple. Donc, toutes les applications qui vont utiliser la parole, bah, c'est des applications dont on va se servir. J'entends, par exemple, donner un ordre à un objet domestique électronique, type mon téléphone, lui demander de mettre, euh, je sais pas, une alarme. Eh bien, en effet, il faut que cet appareil-là puisse avoir un micro pour pouvoir réceptionner le signal. Il faut qu'il puisse comprendre le signal, parce que les signaux, c'est qu'une vibration, hein, de l'air qu'on essaye de choper avec le micro. Comment on fait pour comprendre que cette vibration-là, c'est A, cette vibration-là, c'est B, etc. Du coup, on va essayer tout simplement, le truc de base, le truc le plus connu, c'est de transcrire la parole, transcrire ce signal-là en un texte. Ça, c'est l'élément de base. Mais après, il y a d'autres éléments qui vont être d'essayer de comprendre. Donc là, on va être sur un mélange avec le NLP.
il y avait une question qui était quelle est la différence entre NLP et... On va pouvoir en parler, mais grossièrement, c'est assez intriqué parce que une fois qu'on a reconnu ce que vous avez dit, et déjà ça c'est quelque chose d'assez compliqué, on va essayer de comprendre ce que vous avez dit. C'est parce qu'en fonction du contexte, une phrase peut avoir deux sens. Ouais. Euh, et ça va être important du coup d'utiliser ce contexte-là pour essayer de comprendre ce que vous avez voulu dire. Est-ce que vous avez demandé à commander un ticket SNCF? Est-ce que vous avez demandé à changer l'heure de l'horloge? Est-ce que voilà. Donc sur les agents, ce qui est le plus connu aujourd'hui et ce qui est le plus utilisé, je pense, c'est vraiment la transcription et la compréhension de la parole pour essayer de donner des ordres, communiquer des ordres à des outils domestiques. Ouais. Non, clairement, donc de type Siri, Google Assistant et tout Ouais. ces trucs-là, Alexa et tout. Ok. Il y a ça, et après, il y a d'autres outils qui vont être plus de l'ordre de la génération de la parole. Donc, on va être sur ce qu'on appelle la TTS. Donc, si vous entendez parler de la TTS, c'est le text-to-speech. Donc, c'est l'inverse. Cette fois-ci, on donne un texte, on a un modèle, un système qui va transformer ce texte en une voix qui dit ce texte-là, en fait. Euh, et ça va être utile toujours pour dire Siri quand elle vous répond. Euh, Elle ou il, enfin, ça fonctionne comment vous voyez la Je chose. la vois. En fonction de la voix que vous mettez. Voilà, ça va être un système de synthèse de la parole, on appelle ça aussi comme ça, qui va donc réceptionner votre signal, comprendre ce que vous voulez dire et ensuite générer un message et transformer ce message sous forme de signal audio pour que vous puissiez l'écouter. Alors c'est possible d'ailleurs qu'il n'y ait pas le signal audio, hein, que vous ayez le texte directement, qu'il n'y ait aucune voix qui vous parle. Voilà, ça dépend du système que vous utilisez, mais voilà, un autre truc, c'est le côté génératif, enfin, le côté synthèse de la parole qui est aussi très prenant. Ouais. En fait, c'est bien parce que ce que tu viens de dire, il y a une de mes questions qui était justement la différence Mhm. entre la reconnaissance de la parole et la synthèse vocale aussi, en fait. Oui, voilà. Tu viens de donner la différence entre les deux, Mm. justement. Donc, l'un est l'inverse de l'autre. Donc, c'est des processus inverses, en quelque sorte. Et si on revient juste sur la différence entre le traitement automatique de la parole et puis le NLP en tant que tel, Ouais. quelles sont les différences, en fait, que tu pourrais énumérer? Alors, ça dépend à quel point on veut être précis. Mm. Si on veut pas être précis, grossièrement, le traitement de la parole, c'est vraiment le traitement de tout ce que vous générez au niveau de votre voix. Donc, ça va être le signal audio plutôt. Tandis que le NLP, on va plutôt penser que c'est le texte, tout simplement. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Je me lancerai pas dans des définitions très précises, sachant qu'en fait, c'est des choses qui, enfin, moi, aujourd'hui, je fais du traitement de la parole. Je ne fais pas de NLP. Pour moi, je ne fais pas de NLP. Forcément, je ne sais pas, quand vous faites de la transcription audio, pour entraîner vos modèles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous avez besoin de l'audio et vous avez besoin du texte qui est compris dans l'audio, qui est dit. Donc forcément, si vous faites du traitement sur le texte, parce qu'il va falloir préparer les données pour pouvoir faire des entraînements, bah, vous faites du NLP, entre guillemets. En guillemets. Mais c'est pas mon expertise, c'est pas là-dessus où je suis bon. Et du coup, je me considère pas comme faisant du NLP. Cependant, la première fois qu'on m'a proposé un job, euh, on m'a proposé un job pour faire du speech, vraiment du speech pur, et on m'a dit que c'était du NLP. Donc, je me dis, je peux me dire que la personne a tout à fait tort et, et peut-être me fourvoyer, mais ce qui est possible aussi et ce qui est plus probable, en fait, c'est que c'est une définition qui est assez difficile à définir et qu'elle est un peu différente pour chacun. Voilà. Bon, Ouais. un très long discours juste pour dire que ça dépend des gens, mais Ouais. Ouais, c'est vrai, les frontières sont assez fines parce que quand on parle ouais, de traitement du langage naturel, on peut parler du fait que le langage naturel soit écrit ou parlé en fait. Donc, par moment, les frontières sont pas bien c'est tracées. ça, ouais. Et je pense que dans le domaine, en fait, en tout cas, nous, on est dans la recherche, on essaie de parler de NLP pour tous ceux qui sont sur du texte et puis de speech pour tous ceux qui sont sur la parole.
pour vraiment faire la différence entre les deux. Ce qui est assez marrant parce que finalement, sur le traitement du texte, je me demande si de temps en temps, il n'y a pas des textes beaucoup moins naturels, beaucoup plus formatés, c'est-à-dire qui respectent la grammaire, qui sont nickel en termes de syntaxe, etc. Et on appelle toujours ça du NLP, tu vois. Ouais. Ouais. Pourtant, on est peut-être plus tant sur le natural language. Mm. Tu vois, alors du coup, c'est bon, c'est aussi pour faciliter le truc, pour que tout le monde s'y retrouve, hein, mais... Ah, c'est une question philosophique par contre. Savoir si un texte écrit est vraiment du natural language. Oui, ouais, ouais, voilà. Ça dépend des définitions qu'on pose. Ouais, ouais. Et du coup, quelles sont les technologies qui sont utilisées dans le traitement de la parole? Aujourd'hui, Alors, quelle au- technologie on a? alors aujourd'hui, on utilise les réseaux de neurones, hein. Il y a des approches hybrides qui fonctionnent très bien, qui ont peut-être besoin de moins de données aussi. Mais en général, quand vous êtes, comment dire, un acteur des systèmes paroles, que vous êtes sur le marché, surtout moi maintenant, aujourd'hui, je suis un peu moins du côté de recherche, je suis un peu plus du côté, Mm. je n'irais pas dire business, mais du côté entreprise. Euh, à partir du moment où vous voulez être acteur, c'est du réseau de neurones. À partir du moment où vous avez un gros paquet de données, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est réseau de neurones. Voilà, donc ça va être différentes approches qui existent de reconnaissance de la parole, mais toujours avec du TensorFlow ou du PyTorch. C'est généralement les technos les plus utilisés, quoi. Mm. Ok. Et du coup, on parle de techno qui est le plus utilisé. Là, tu parlais du fait que tu sois en entreprise et il y a certains Hmm. qui travaillent en fait dans tout ce qui est recherche en laboratoire. Et du coup, je me demande en fait, aujourd'hui, c'est qui les acteurs, quels sont les acteurs en fait dans le domaine du traitement de la parole. Parce que dans le cas du texte, on voit clairement qu'avec ChatGPT et tout ça, on a OpenAI qui s'est lancé, on a Facebook avec Yammer 3, Google. On voit en fait des gros acteurs qui se sont lancés, on entend beaucoup parler en fait. Hmm. Mais pour tout ce qui est voix, on entend moins parler que du texte. Et c'est pour ça que je me pose la question aussi actuellement. Je réfléchis parce que, comment dire, c'est pas évident comme question, parce que forcément, tout le monde y est un peu dessus. Des acteurs comme Meta, des acteurs comme Google, il y a tout le monde qui est un peu dessus. Il y a pas mal de systèmes qui existent un peu partout, mais il n'y a pas, enfin, il y a pas, si, il y a des gros acteurs speech. En effet, si vous cherchez bien, il y a des entreprises qui travaillent uniquement sur du speech. Euh, mais c'est ça en fait la difficulté, c'est-à-dire que je parlais des domaines d'application tout à l'heure. Le texte reste quand même quelque chose qui est prédominant avec l'image. Et le speech, en tout cas dans le domaine de recherche des réseaux de neurones, c'est encore quelque chose qui arrive après. Euh, Ouais. ce qui est assez normal, hein, parce que le speech, c'est pas forcément ce qu'on utilise le plus aujourd'hui. C'est-à-dire, on dialogue avec la parole avec les gens. Mais pour dialoguer pardon, avec des systèmes, c'est pas forcément tout ce qui est le plus efficace. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans un restaurant et que vous voulez faire une commande à une tablette, admettons, bah, il y a des gens qui parlent autour, c'est vachement bruité. Mm. Tout ce bruit-là, quand vous êtes en train de l'écrire sur le téléphone ou d'appuyer sur des boutons sur votre téléphone, vous l'avez pas ce bruit-là. Donc c'est une thématique qui est beaucoup plus compliquée et l'effort à sortir pour avoir les mêmes performances est beaucoup plus fort. Donc ça va être souvent des acteurs qui vont avoir l'audio pour le proposer à leurs clients, pour que ce soit disponible, mais c'est presque un peu plus gadget. Alors Ok. ça dépend parce qu'il y a des acteurs, mince, j'ai perdu l'entreprise ici, mais de toute façon, c'est le principe qui est important, c'est pas les noms des entreprises, mais vous avez des acteurs, par exemple en Angleterre, qui par contre font des choses qui sont beaucoup moins gadget. Et l'idée, c'est de faire de la reconnaissance du locuteur pour pouvoir faire des transactions bancaires, par exemple. Vous demandez par téléphone, au lieu d'envoyer des messages longs, etc., c'est plus simple, juste vous appelez un numéro, vous suivez la démarche, à un moment, on vous demande de dire une phrase et on reconnaît qui est en train de parler, si c'est bien vous, pour Mm. faire une transaction qui est plus ou moins importante en fonction du niveau de sécurité que la transaction nécessite. Ok.
Et du coup, je me demande comment on fait en fait pour reconnaître le locuteur. Donc, si tu devrais expliquer ça, à, je sais pas, un élève qui est en terminale peut-être, comment ça fonctionne en fait la reconnaissance du locuteur justement? Parce que dans ce cadre-là, on voit qu'on a beaucoup de systèmes qui essaient d'imiter la voix des gens Mhm. et c'est d'actualité surtout avec tout ce qui est deepfake et tout ça. Donc, comment ces systèmes-là fonctionnent et comment on peut éviter, en fait, comment on peut reconnaître, par exemple, une deepfake de la voix, si c'est possible, en fait. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Déjà, il y a deux applications à identifier, euh, deux tâches à identifier. Il y a l'identification de la voix et la vérification de la voix. Donc l'identification de la voix, enfin, du locuteur, c'est vous connaissez 30 personnes, il y a une personne qui parle, à qui appartient cette voix parmi les 30. OK. Donc c'est dans un cercle fermé, vous savez déjà qui vous devez reconnaître. Mm, La vérification du locuteur, c'est un peu différent. J'ai une voix, un enregistrement de voix qui prétend être moi. J'ai un enregistrement de moi aussi. Je compare les deux. Est-ce que c'est la même personne? mm, Alors, j'exagère un peu le truc en disant que c'est un enregistrement qu'on compare avec un autre, mais en vrai, on devrait parler de modèles de locuteurs, de deux modèles qu'on compare. Et en fait, quand on dit qu'on va modéliser un locuteur, bah, soit on prend un seul enregistrement pour modéliser sa voix, parce qu'on considère que c'est suffisant, soit on va peut-être utiliser plus d'enregistrements et créer un modèle à partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enregistrements. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on va comparer les enregistrements entre deux locuteurs et savoir est-ce que c'est le même ou pas. OK. 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 Et du coup, tu me disais, je suis en train de chercher le terme, j'essaye de gagner du temps, mais il y a un domaine qui s'appelle l'anti-spoofing. Voilà, cherchez ça. Donc, donc l'anti-spoofing, c'est éviter les attaques du type quelqu'un qui utilise un système de clonage de voix pour essayer de reproduire votre voix, par exemple. Et il va se servir de cette reproduction pour essayer de se faire passer pour vous. Comment on fait pour savoir que l'enregistrement de voix, c'est pas un vrai enregistrement, c'est une attaque qu'on a reçue parce que soit en effet ça a été généré par système de clonage, comme je disais, mais aussi ça peut être juste un enregistrement de votre voix que la personne a prise. Comment on vérifie en effet que l'enregistrement est réel et que c'est pas un fake? Et ça, c'est des systèmes qui existent, en effet. Il y a des choses qui existent, qui sont plus ou moins efficaces en fonction de ce qu'on fait. Je ne suis pas assez dessus pour dire est-ce que demain, si on a des gens qui trichent avec le clonage de la voix, est-ce on a ce qu'il faut pour pouvoir répondre à ça? Je ne sais pas, honnêtement. Mais en tout cas, oui, il y a des recherches là-dessus. Que je m'en fais pas trop, Ouais. mais C'est 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 une bonne question. intéressant. C'est intéressant de le dire parce qu'il y a beaucoup, avec l'avènement des deepfakes, que ce soit sur des images ou la voix, il y a beaucoup qui ont peur en fait. Donc ce que tu dis, c'est aussi rassurant de voir qu'il y a des recherches qui avancent dans ce Ouais. domaine-là, justement pour comprendre. Clairement. Par contre, je comprends, hein, parce que c'est vrai qu'en fait, on atteint un moment où il y a, dans le marché, il y a les technologies ont pris un peu de maturité là. Beaucoup de gens essayent de se positionner sur le marché parce que bah, si tu te positionnes dessus, tu prends de l'avance pour des années, si tu te positionnes maintenant dessus. Et en effet, il y a plein de modèles qui sortent de plus en plus. Le système, l'écosystème open source avec Hugging Face aussi, où tu peux donner accès à tes modèles, etc. C'est de plus en plus facile de se servir de ces modèles-là. De les entraîner, pas forcément, mais comme ils sont déjà entraînés, bah, c'est bon. Et du coup, on assiste à l'avènement de énormément de structures qui sont capables d'utiliser les IA génératives, pour faire simple, qui sont capables de générer de l'audio, du texte, ce que vous voulez, et notamment de cloner votre voix, par exemple. On est plus ou moins dans du génératif à ce moment-là. Euh, et euh, et c'est vrai qu'en fait, on donne de plus en plus à de plus en plus d'acteurs l'outil IA pour générer, mais est-ce qu'on donne aussi le contre-pouvoir de vérifier ce qui a été créé? Est-ce que c'est une création ou est-ce que c'est une œuvre originale? Est-ce que c'est un enregistrement original?
Beaucoup moins. Ça- Une très bonne question ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'en parlais avec un invité aussi qui est chercheur, qui prépare sa thèse au Mhm. Canada. On parlait justement des questions éthiques Sur au niveau les de la... précédentes vidéos, là? C'est ça, donc Ok, Bonaventure Dossou. ok, Donc, on ok. parlait de justement les œuvres artistiques. Et on parlait du fait que, par exemple, les modèles qui ont été entraînés, qui sont utilisés par le grand public, rien ne dit en fait que les données sur lesquelles elles ont été entraînées avaient respecté les droits d'auteur, en fait. Donc, c'est quelque chose on ne parle pas de ça encore. On ne sait pas en Par- fait si les données de base d'entraînement, les droits d'auteur ont été respectés. Et quand c'est généré, qui est l'auteur finalement de l'œuvre? Et c'est pareil en fait, c'est qu'il y a tellement de modèles qui sont mis en place, mais il n'y a pas de cadre qui sont donnés que ça fait un peu peur pour beaucoup en fait. Moi, c'est pour ça que je fais aussi quelques vidéos pour en discuter, justement pour rassurer aussi d'un côté et d'un autre côté en fait pour justement former ceux qui veulent utiliser ces Mhm. modèles-là, à bien les utiliser, à prendre du recul et tout, parce qu'aujourd'hui, on prend plus trop du recul avec l'intelligence artificielle, surtout avec ChatGPT et tout ça. Bah, c'est un truc, là, je réfléchissais aujourd'hui au fait que au niveau de la recherche, il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années. Et on arrive pas un plafond de verre, mais parce qu'il y a d'autres choses qui vont se développer, mais on arrive à un moment où on a des choses intéressantes à faire en termes applicatifs. Et ce qui se passe, c'est que donc on a de plus en plus de modèles. Ça va arriver. Il y a des gros investissements parce que, comme je disais, qu'il y a des marchés à prendre. Et par contre, derrière, en même temps, il va falloir que la société s'adapte. Ouais. Et par la société s'adapte, je parle juridiquement parlant. Mm, Il y a une question qui est assez simple, ça revient, c'est pour ça que ça me fait penser, et c'est une question à laquelle je pense souvent en ce moment, c'est un modèle, s'il est entraîné sur des données, si les données ne sont pas utilisables parce qu'elles ont une licence commerciale, admettons, est-ce que le modèle doit avoir une licence commerciale aussi? mm. Ou est-ce que on considère que le modèle il peut être partagé et il n'y a pas de souci parce qu'en fait tu ne pourras pas régénérer les données à partir de ce modèle-là? Dans mon cas, je pense plus à des modèles de classification du coup. Ouais. Parce que les modèles de génération, il y a le problème de pouvoir régénérer les données d'entrée. Mais sur les modèles de classification, tu vois, Ça va. et c'est un véritable problème parce qu'en fait, quand tu as des données, des droits pour des données en tant qu'entreprise, alors aujourd'hui, je ne parle pas en tant qu'Oracle, je ne suis pas en tant qu'employé d'Oracle, hein, je parle en tant que moi, Mathias Quillot, mais c'est quand même une information qui est importante, c'est que ton usage de ces données-là, elle est pour 6 mois, admettons, je dis n'importe quoi. Mm, Dans 6 mois, tu as entraîné des modèles pendant ce temps-là. c'est ça. Au bout de 6 mois, tu n'as plus le droit d'utiliser ton modèle Bonne parce que tu n'as plus question. les droits sur tes données. Très bonne Euh, question. alors, du coup, il y a un espèce d'effet serpent qui se mord la queue qui est à prendre en compte, qui est très important. Et je pense, législativement parlant, pardon, c'est peut-être déjà fait. Je m'intéresse peut-être pas suffisamment à cet aspect-là, mais c'est important de travailler là-dessus parce que pour moi en tout cas, il y a un flou complet. Mais s'il y a encore un flou complet, il faut gérer ça. Et c'est juste un exemple de truc, quoi. Clairement, clairement. Et oui, donc ça veut dire en fait, il faut que j'aille chercher quelqu'un qui est dans le droit lié à l'intelligence Je artificielle, s- éthique et tout, pour qu'il explique tout ça. Parce que J'ai des noms à te proposer si tu veux. ça- Enfin, je un nom. Un nom. prendrai le nom avec toi aussi. Ça va. Du coup, on va continuer toujours sur les défis justement du domaine. Quels sont les défis techniques qui sont rencontrés dans le traitement automatique de la langue? Tout à l'heure, tu as parlé de une application qui peut être utilisée dans un restaurant, mais Mhm. seulement s'il n'y a pas de bruit. Donc, on voit que le bruit est un facteur en fait important à prendre. Ouais. Et quels sont les autres défis techniques que tu as pu rencontrer justement dans le domaine? En fait, le défi technique pour moi, c'est la généralisation. Ok. C'est-à-dire que des systèmes qui fonctionnent, on peut vous en faire très facilement des systèmes qui fonctionnent à, je dis n'importe quoi, 99%. Mais en fait, on va se rendre compte que ce système-là, il fonctionne dans un cadre particulier. Mm. Donc, à partir du moment où on a des données, on peut
bah, dire, OK, ça fonctionne pour ce cadre-là, on va essayer un autre cadre, on va essayer de récolter des données pour ce cadre-là, on va re-entraîner un modèle et ça va fonctionner. Ce qui est difficile maintenant, c'est d'avoir un modèle qui fonctionne pour tous les cadres. Et c'est d'ailleurs pour ça que ChatGPT est assez impressionnant, parce que même si il a des problèmes, il donne en tout cas l'impression de fonctionner sur beaucoup de cadres différents. C'est vrai. ChatGPT n'a pas le problème du bruit et de la parole là, dans ce cas-là, mais c'est quand même intéressant de donner un exemple. Mm, mm. Donc, imaginons, je sais pas, qu'est-ce que je peux donner si demain vous voulez juste dans votre chambre un système qui peut reconnaître ce que vous dites et comprendre ce que vous dites, c'est assez facile. Dans votre chambre, il y a un espace acoustique qui est assez facile, qui n'a pas trop de problèmes, il n'y a pas de problème de résonance, de choses comme ça. Vous êtes seul, il n'y a pas de bruit. Peut-être votre chat à un moment, et encore, ça perturbe pas trop les systèmes maintenant, normalement. Et donc, ça devrait bien fonctionner. Demain, vous voulez faire un système dans une réunion pour reconnaître qu'est-ce qui est dit et par qui. Ouais. On complexifie la tâche énormément. Et là, il va falloir réfléchir en fait à des cas d'usage. Est-ce que je ne mets pas plusieurs micros et je fais un modèle qui est capable d'utiliser plusieurs micros? Est-ce que j'utilise différents systèmes en cascade? Un système qui va pouvoir séparer les sources et qui ensuite va faire la transcription, etc. Comment je fais? En fait, la problématique aujourd'hui, c'est que on a des modèles qui ne généralisent pas suffisamment, qui ont encore un peu du mal à prendre en compte certains bruits. Mm. Mais est-ce vraiment une problématique dans le sens où on a des solutions? Ok. Euh, et adapter en fait le modèle que vous entraînez au cas d'usage que vous voulez faire aujourd'hui, et ben en fait c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et finalement, on n'a pas tant de comment dire. Alors certes, comme je disais, il faut généraliser plus, mais finalement, on n'en a pas tant besoin que ça non plus. On est déjà capable de faire énormément de choses sans résoudre ces problèmes qu'on rencontre en termes de recherche pour faire avancer les systèmes. Ça, et la deuxième chose, ça va être la reproductibilité des données, enfin des expériences et des données. Ça, c'est compliqué quand même, j'avoue. Et ouais, mais c'est un gros souci aujourd'hui pour faire avancer la recherche. En fait, il y a beaucoup de choses, on n'est pas sûr de ce qui se passe, de pourquoi ça se passe ainsi, parce que on n'est pas capable de reproduire l'expérience, d'avoir accès aux données, parce que mine de rien, c'est plutôt les géants de la tech qui ont accès aux données, qui font les plus gros booms impressionnants. Enfin, j'allais dire visuellement, mais pour l'audio, c'est c'est impressionnant en termes de speech, mais qui ont des performances qui sont impressionnantes et qui cassent des verrous comme ça, et on ne comprend pas en fait ce qui est en train de se passer. Et du coup, il y a cette problématique d'essayer de comprendre. Ça, c'est vraiment un verrou, mais pour toute la recherche en informatique, pas qu'en speech. Et aussi d'accès aux données, en fait. C'est-à-dire que en tant que chercheur aujourd'hui, si je veux pouvoir avancer énormément, il va falloir que j'ai des données de meilleure qualité. Euh, Mm, et pareil, il y a tous ces systèmes d'IA génératifs qui permettent de créer de la fausse donnée, qui, à un certain moment, à un certain seuil, pourrissent les modèles. Donc là, comment on fait en fait? mm, mm, mm. Et je ne sais pas en fait pourquoi je pense à ça, pourquoi je pense à tout ça, c'est que je suis pas sûr que, bien sûr, il va y avoir des architectures qui vont encore révolutionner le domaine, mais je pense qu'aujourd'hui, on a atteint quelque chose de très intéressant au niveau architecture neuronale, au Ouais. niveau des réseaux de neurones. Et en fait, notre problématique aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce qu'on veut en faire de ces modèles, avec quelles données, des données de meilleure qualité, mais comment on fait des données de meilleure qualité. Et aussi, il va y avoir c'est toute une, comment dire, une culture ingénierie des réseaux de neurones qu'il va falloir mettre en place Mm, pour apprendre à détecter, à arriver à qualifier, bah, ça c'est la tâche que je veux réaliser, il me faut telle donnée en fait, mm, parce que je suis persuadé que bon nombre de modèles utilisent des données qui leur sont inutiles. Les modèles sont donc beaucoup trop chers par rapport à ce qu'ils devraient coûter. Du coup, c'est pas accessible pour des PME, pour ce que tu veux. Et il y a plein de choses au niveau optimisation et au niveau qualité de données qu'on peut continuer à travailler. mm. Très Voilà. intéressant. Très Je intéressant. ne sais pas si tu as un avis, toi, là-dessus.
Moi, je dirais, en fait, en NLP aussi, on a les mêmes problématiques. Parce que là, Ouais. tu as parlé justement de ChatGPT et tout ça. C'est Ouais. qu'on ne peut pas reproduire les expériences qui ont été faites. On ne Mm. sait pas, en fait, le point, qu'est-ce qui fait qu'ils ont de tels très bons résultats à un instant T, en fait. Donc, il y a ce souci-là, bon, du côté de l'application, les utilisateurs, ils vont te dire, ils utilisent, c'est de plus en plus performant et tout selon certaines métriques que ChatGPT Mm. a été donné. En plus, ouais. C'est ça en fait, mais personne ne peut dire, aucun chercheur ne peut s'asseoir en fait clairement pour dire, selon les données sur lesquelles ChatGPT a été entraîné, voilà pourquoi il est performant et tout ça. Donc, on Mm. parlera aussi d'explicabilité des modèles et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un point où on se dit, pour avoir un meilleur modèle, allez, vas-y, je rajoute un peu plus de couches, je Oui. monte mes paramètres et bim bam. Mais seulement que c'est pas utilisable par les PME comme tu as pu le dire en fait. Moi là, quand je travaille dans une problématique où je me dis, je dois fournir un service à des chercheurs, pour que je donne en fait quelque chose qu'ils peuvent utiliser derrière sur un serveur. Donc, faut pas que ça prenne beaucoup de place, beaucoup de Ouais. temps. Il y a ces questions de ressources en fait qui reviennent. Au-delà de questions de ressources, je parle de ressources matérielles là, mais il y a aussi la ressource financière. Parce que Ouais, tout à fait. le câblé avec ChatGPT, tu as aussi la question de la ressource financière que tu vas aborder. Il y a aussi la question de la protection des données que tu vas aborder. Donc finalement, il faut vraiment, comme tu as dit, revenir à des modèles, à des cas d'utilisation simples, en fait, des modèles simples qu'on peut utiliser, qui sont spécialisés dans une tâche. Pour moi, j'aime bien ce genre de modèle-là parce que ça, c'est moins gourmand en termes de performance, de calcul et tout. C'est moins gourmand en termes d'argent, de ressources, en fait. Et c'est pour ça que moi, je pense que je suis plutôt de la team qui te dira un modèle spécifique pour une tâche, plutôt qu'un gros modèle qui fait plusieurs tâches, mais que je vais l'utiliser pour une seule tâche, finalement. Donc, Il y a- Oh, pardon, désolé, je cru que. non, mais c'est vrai ça. Parce qu'il y a deux choses qui me viennent en tête et avant d'oublier. Le... tu parlais de ressources, d'optimisation, et ça va être important. Alors, au niveau du tarif, hein, tout simplement pour baisser les tarifs et que ce soit accessible à un plus grand nombre, mais aussi comment on fait dans notre monde qui évolue pas forcément de la bonne manière pour l'environnement. Comment on fait pour être sustainable? Je sais pas le terme en français, mais Je connais le thème pas en français. voilà, bref, désolé. Je suis infernal quand je m'y mets. Euh, mais comment on imagine notre futur avec de plus en plus d'IA, des modèles de plus en plus gros qui consomment de plus en plus d'utilisateurs? On va réussir à certainement réduire les coûts, mais comment on imagine ce futur-là avec l'IA? Et ça, bref, c'est aussi un des verrous qui va faire que peut-être à un moment, on va devoir limiter le développement tant en recherche que économiquement parce que on aura ce problème soit des ressources, parce que déjà on est en ressources relativement limitées, bon, ça se discute, mais il y a des ressources limitées sur la planète, mais en plus en termes d'énergie qu'on consomme, de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre qu'on génère. Et mine de rien, c'est quelque chose qui, enfin je sais plus, l'IA c'est prévu que pour que ça prenne 5 ou 10% des consommations mondiales et un truc comme ça, je sais plus. Ah Euh, ouais. donc, faudrait que je vérifie mes sources. Je vais vérifier aussi de mon côté. Mais on peut imaginer en tout cas que ça va augmenter drastiquement la facture d'électricité pour tout ce qui est électronique d'usage domestique. Et du coup, c'est aussi un autre verrou. Juste un verrou que je suis en train de penser, qui est pourtant un des premiers auxquels j'aurais dû penser aussi, en termes de recherche cette fois-ci, ça va être le verrou du multimodal. Oui, Alors, multimodal, c'est quoi? On parlait de texte, on parlait de paroles, bah, faire un modèle qui est capable de traiter des deux. On peut rajouter l'image, on peut rajouter la vidéo, euh, on peut rajouter plein de choses. Donc, imaginons une vidéo, déjà, c'est assez multimodal. Il y a des images dans une séquence temporelle. Donc, il y a plusieurs images qui ont un ordre, il y a l'ordre a un sens. On a l'audio qui est lié à ça. Et un exemple de qu'est-ce que ça peut être un réseau multimodal, c'est de comprendre que un cheval, ça a telle forme,
ça peut faire tel mouvement grâce à la vidéo, ça peut faire tel bruit grâce au son. Euh, sur votre image, à des moments, il n'y aura pas le cheval, mais on va l'entendre. Comment on fait pour que le système se dise, ah oui, c'est quand même un cheval. Voilà, il y a toutes ces problématiques-là. Justement, il y a de l'apprentissage pour faire le lien entre les deux, mais il y a aussi après sur l'inférence où on va pouvoir dire que bah, si j'entends le cheval, c'est un indice comme quoi il y a un cheval dans la scène. Je le vois pas, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de cheval. Donc ça va être utiliser plusieurs modalités pour essayer de récupérer un maximum d'indices pour pouvoir réussir à faire sa tâche. Mais fondamentalement, en termes de recherche, ce que moi je trouve super intéressant, c'est vraiment d'arriver à lier une information dans une modalité, c'est-à-dire par exemple la parole, de dire bah, ça et cette image, c'est lié en fait. Il y a vraiment une liaison sémantique, quelque chose qui a du sens. Et comment tu fais ça, tu vois? Ouais, 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 clairement. C'est intéressant. Et puis, il y a un chercheur, je parlais avec un chercheur, on parlait du fait que pour l'instant, les robots qui sont modélisés, justement, tu Mm. parlais du cheval, quand il y a un cheval, pour lui, en fait, quand le cheval il n'est plus là, il a disparu, il n'existe plus. Il n'y a pas Ouais. la conscience de l'existence, en fait. Pourtant, pour un enfant, il sait que le cheval n'est pas dans son champ de vision, mais il existe, il est là. Donc, il y a cette conscience-là qu'on n'a pas forcément avec les modèles. Je ne sais même pas comment on peut implémenter cela, en fait. Et ça fait que ça donne des trucs qui sont vraiment intéressants au niveau de la recherche. Bah, si on reste sur une vision anthropomorphée, c'est normal. C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, on a des yeux, on a différents sens, on a des oreilles, on a un nez, on a une bouche, on a le toucher, enfin, voilà, si on a différents sens, alors il n'y a pas que les 500 de base, il y a aussi des sens pour l'équilibre et des choses comme ça. C'est pas pour rien, c'est que ça nous amène de l'information et ça nous permet de mieux comprendre le contexte dans lequel on évolue. Mm, Donc, c'est normal qu'un système qui n'a pas autant de contexte ne puisse pas faire les mêmes tâches que nous et être aussi intelligent, entre guillemets. mm, Et c'est pour ça que, pour moi, si on veut arriver à des choses qui sont capables de se comporter comme nous, il va falloir en effet avoir toutes les modalités, voire plus, ou peut-être des modalités différentes, hein. D'ailleurs, l'intelligence sera un peu différente de nous parce que, elle aura une autre manière de voir la chose. Et puis aussi des fonctions d'optimisation un peu plus générales. ouais. J'entends par là qu'aujourd'hui, quand je fais un système qui doit reconnaître la parole, je vais lui apprendre à reconnaître la parole. Il y a des systèmes maintenant qui sont self-supervised learning, qui vont apprendre, je ne sais pas, par exemple, je donne un texte et il faut qu'il devine la suite du texte. Donc, il n'y a pas vraiment de tâche, c'est une tâche assez générique. Et grâce à ça, il va apprendre la structure des phrases, des choses comme ça. Je pense que plus tard, on peut arriver à des choses encore plus génériques que ça. Typiquement, on imagine un robot, je vais prendre le truc, en philosophie, une des philosophies de base, c'est de dire, nous humains, on évolue tel qu'on est parce que notre fonction objective, c'est de survivre. Ouais, C'est vrai, c'est pas vrai, mais partons du principe que c'est vrai. ouais, je vois. Il faudrait peut-être un jour tester ça. Un robot, sa fonction de base, c'est de survivre. Voilà. Comment il va s'adapter à ça? Comment il va apprendre et comment il va s'entraîner? Je dis pas que c'est possible expérimentalement, je l'ai jamais fait, je vois pas dans ma tête un truc très concret de comment le mettre en place. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on veut faire émerger de l'intelligence, il va falloir moins, comment dire, limiter la fonction objective. Et du coup, avoir quelque chose de plus générique euh, et qui peut être lié à plus de modalités aussi, par exemple. Voilà, bon, ça c'est. Toujours des questions philosophiques, je pense. Ouais, philosophique, mais pour combien de temps? Pour combien de temps je pense que le temps on règle un peu tout ce qui se passe avec IA générative, et après on reviendra sur ce genre de questions, je pense. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ben on arrive vraiment à la fin parce qu'on a parlé en fait sans Ouais, ouais. des questions éthiques, des défis. En fait, on a parlé de tout de manière naturelle finalement et c'est très intéressant. Donc, je te dis merci vraiment d'avoir accepté de venir pour faire cette interview avec moi, Bah, pour discuter avec merci à moi. toi, Nice, surtout. C'était très intéressant, très enrichissant et
On se dit peut-être une autre fois encore pour en rediscuter, voir les Oui. progrès, voir l'évolution des choses. Peut-être d'ici là, la voix sera beaucoup plus utilisée encore dans beaucoup plus d'applications. Et donc, on pourra en discuter. Donc, je te remercie vraiment. Et voilà. Je Ok, sais pas ben, de fin. pas plus, t'inquiète, je te remercie aussi pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir et ça fait même du bien d'avoir ce genre de discussion. Donc c'est cool. Voilà, j'ai passé un bon moment. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pu comprendre ce que c'est que le traitement automatique de la parole, les enjeux ainsi que les défis de ce domaine. Donc, il faut savoir que le traitement automatique de la parole a connu une révolution grâce au deep learning. Et si vous voulez savoir ce que c'est que le deep learning, cliquez sur la vidéo juste en bas. Sinon, on se dit à bientôt sur Photizo on AI.